qui avaient peur pour leurs enfants puisque la reconnaissance du lien avec l'enfant n'était pas effectuée, du lien de la mère avec l'enfant, comme on vient de le dire, et qui donc m'ont fait, je les en remercie à nouveau, une confiance absolument formidable en me racontant leur itinéraire et de façon à ce que les débats qui surgissent dans l'espace public et dans les enceintes de discussion éthique ou de discussion parlementaire puissent être aussi nourris du vécu des personnes qui sont engagées dans ces parcours et que notre réflexion ne s'appuie pas uniquement sur celle des spécialistes. Alors, la première chose que je voudrais dire, et ça confirme ce que le professeur nous a dit tout à l'heure, c'est que je vous lirai des témoignages si j'ai le temps, mais je vais déjà donner un petit peu les grandes lignes de ce qui ressort de cette enquête, qui est purement qualitative, qui n'est représentative de rien du tout, mais en tant qu'enquête purement qualitative qui a été vraiment très, très, très au fond des motivations, des contradictions, des espoirs, des doutes de ces personnes engagées dans ces parcours. Alors, la première chose, c'est que ce sont des pathologies absolument gravissimes. Alors, l'idée que je voudrais défendre, c'est que quoi qu'on fasse, cette pratique est interdite, mais elle est inéradicable. Elle est inéradicable car la demande est inéradicable. Donc je vais d'abord parler de la demande. Alors la demande concerne effectivement des pathologies gravissimes et ça correspond exactement au tableau que vous avez donné, donc je ne vais pas insister, c'est-à-dire MRKH, enfant d'Istilben, traitement de perte d'utérus après un traitement, des traitements anticancéreux et hystérectomie après un accouchement qui se termine mal. Donc ce sont des personnes sans utérus. Donc, la seule alternative n'est pas la gestation pour autrui, c'est aussi l'adoption. Donc, je les ai interrogés sur leur rapport à l'adoption, qui correspond beaucoup au rapport à l'adoption de toutes les personnes qui vont jusqu'au don et jusqu'à l'appel à une tierce personne pour procréer, c'est-à-dire absolument pas une hostilité à l'adoption. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient engagé les deux trajets de façon parallèle et qui avaient été dissuadées par les DAS de continuer à demander leur agrément tant qu'elles n'avaient pas fait le deuil de l'enfant biologique. Donc, première chose. Deuxième chose, ces personnes exprime quelque chose qui me semble extrêmement important, mais vraiment extrêmement important. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la stérilité absolue. Ces personnes ne se définissent jamais comme stériles. Et contrairement à la stérilité masculine qui est univoque, disons, la stérilité féminine a deux versants et elle est extrêmement vécu de cette façon-là par les femmes, et j'ai rencontré aussi bien des femmes en don d'ovocytes que des femmes en gestation pour autrui, et dans un cas comme dans l'autre, elles souhaitaient être définies par leur infécondité ou leur infertilité, mais les femmes en parcours de don d'ovocytes disaient « moi, je n'ai pas la graine, mais j'ai la terre », et à l'inverse, les femmes en gestation pour autrui disaient « moi, je n'ai pas la terre, mais j'ai la graine ». Donc cette dissociation de la stérilité féminine est très très importante pour comprendre qu'une demande puisse exister par-delà un diagnostic extrêmement négatif sur les possibilités gestationnelles de la personne. Donc, ça, je crois que c'est la première chose. Donc, d'ailleurs, de ce parcours, en règle générale, je dirais, premièrement, que les médecins doivent faire attention à la terminologie stérilité, mais ça, je crois qu'ils en sont de plus en plus conscients. Et deuxièmement, qu'il apparaît que le vécu de l'infertilité est essentiellement personnel, psychologique et individuel, de même que va être personnel, psychologique et individuel
le geste d'un tiers, c'est-à-dire le don. Alors j'ai interrogé beaucoup de personnes en don d'ovocytes sur qu'est-ce que représentait le gamète qui n'était pas de leur propre corps pour eux, je n'en parlerai pas. Là, je parlerai de la gestation pour autrui. Et l'idée d'aller jusque dans des parcours aussi périlleux, aussi chaotiques, aussi dangereux et aussi coûteux, puisque c'est interdit en France et que donc les voyages aux États-Unis, quelquefois répétés, engagent des gens qui ne sont pas toujours des gens extrêmement riches. J'ai un couple la femme est gendarme et le mari est pompier. Bon, eux, ils n'ont pas pu aller en Californie, je vous le dis tout de suite, c'est eux qui l'ont fait en France. Mais ce sont des parcours extrêmement coûteux. Et c'est cette idée qu'on retrouve dans tous les parcours où on appelle une tierce personne pour aider à procréer, l'idée qu'on souhaite aller jusqu'au bout d'un engagement corporel dans la procréation. Et quand je dis engagement corporel, c'est bien pour différencier de l'idée de la transmission génétique. En fait, le discrédit qui a été porté sur un certain nombre de ces demandes sur le thème, c'est des foldingues du gène, c'est des gens absolument convaincus que l'identité se résume au patrimoine génétique, n'est absolument pas l'idée qui est partagée ni par les personnes qui reçoivent des gamètes, ni par les personnes qui entrent en gestation pour autrui et qui souhaitent procréer avec leurs propres gamètes. Je dois dire qu'ils sont aussi éduqués que ce que l'exposé de ce matin nous a indiqué sur l'importance du gène, c'est-à-dire qu'ils connaissent la place de l'épigénèse, ils connaissent la place de l'environnement, ils connaissent ils savent qu'il y a des gènes silencieux, ils savent qu'il y a des gènes qui se réveillent selon des combinaisons, ils connaissent l'idée du hasard génétique. Donc l'idée, c'est effectivement que le gène est quand même une partie constitutive des identités à venir, donc de l'enfant qu'il souhaite procréer, mais c'est cette idée de l'engagement corporel qui peut être l'engagement de la grossesse du côté du don d'ovocytes et l'engagement du don du gène du côté de la gestation pour autrui. Bon, alors je pense que cette pratique, bon, j'ai rencontré des gens qui avaient tout fait pour avoir des enfants par gestation pour autrui malgré l'interdiction, pour une raison aussi, c'est que ce sont des personnes qui sont arrivées en âge de procréer, notamment celles qui sont atteintes par un MRKH et dont l'absence d'utérus a été détectée à une période où la gestation pour autrui n'était pas interdite. Donc elles ont été opérées, notamment par un célèbre chirurgien lyonnais qui leur a refait un utérus. Elles ont une vie sexuelle normale et... Un vagin, pardon, excusez-moi. A refait un vagin, elles ont une vie sexuelle normale mais on leur a dit tout de suite en milieu médical, mais vous avez une issue, c'est la gestation pour autrui. Et si j'ai le temps, je vous lirai le témoignage d'une de ces femmes qui dit « ça m'a permis de me construire complètement puisque je savais que j'avais un deuil à faire qui était le deuil de la grossesse, qui a été quelque chose de long et de compliqué, mais que je n'avais pas à faire le deuil de l'enfant. » Donc à partir du moment où elles arrivent dans une situation où elles ont envie de procréer, elles se trouvent avec cette idée qui est complètement ancrée dans leur tête et elles sont prêtes. Bon, maintenant que les choses sont interdites, le fait qu'elles sachent par Internet, par les journaux, par la presse, par des expériences et par des associations que les choses sont possibles à l'étranger, eh bien cette éventualité de pouvoir aller jusqu'au bout d'une tentative avec ses propres gamètes est difficile à éradiquer dans ce processus de détachement d'une partie de l'engagement corporel. Alors, d'autre part, du côté... Alors, je dois dire que je n'ai pas rencontré de mère porteuse parce que je n'ai pas eu les moyens de faire le voyage que je souhaitais faire en Angleterre et qu'en France, eh bien, finalement, j'ai eu plutôt des défections que je comprends absolument parce que c'est quand même assez périlleux malgré les garanties que je peux donner en étant au CNRS de les respecter. Bon, c'est quand même assez difficile de sortir
de la clandestinité quand on a, pour raconter qu'on a fait une pratique illégale. Mais j'ai lu pas mal de choses, notamment des études anglo-saxonnes, et puis j'ai eu le témoignage des motivations des gestatrices par les demandeuses et les couples intentionnels que j'ai rencontrés. Alors il semblerait effectivement, c'est un peu ce que vous avez dit ce matin, que les motivations, qui sont confirmées par les études, que la motivation financière n'est pas la première motivation, que l'image de la pauvre fille misérable et isolée est assez inexacte. Le profil des gestatrices américaines sont plutôt des femmes blanches en majorité, d'environ 30 ans, mariées ou en concubinage, avec au moins un enfant et chrétiennes. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu tester moi-même, mais que j'ai pas pu faire. Je pense que le côté don de soi et don de la vie est quelque chose un substrat très très fort dans cet engagement des mères porteuses. Deuxièmement, et ça c'est le cas dans toutes les situations de don, ce sont des personnes qui, dans la plupart des cas, ou même dans la totalité des cas, ont rencontré dans leur entourage des cas de stérilité ou d'infertilité. Donc ils sont sensibilisés personnellement, soit dans leur famille, soit dans leurs entourages, soit même dans leurs entourages professionnels, à la souffrance de l'absence d'enfants. Et ça a été confirmé chez les donneurs de sperme quand on a fait des enquêtes, c'est confirmé chez les donneuses d'ovocytes que j'ai rencontrées. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une espèce de proximité avec la stérilité. D'autre part, il y a effectivement le plaisir de la grossesse, elles le disent tous, on adore ça, c'est tellement facile pour nous. Bon. Et d'autre part, quelque chose de plus qui renvoie aussi aux engagements idéologiques, une sorte d'accomplissement, une sorte d'estime de soi, qui ressort de, c'est souvent des femmes qui ne travaillent pas d'ailleurs, de cette idée qu'on a pu réaliser être quelque chose, avoir une identité pour le social, pour l'extérieur, pour un tiers. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste. Non, c'est bien. Bon, alors je voudrais parler un peu du vécu de la GPA, tel que les personnes que j'ai rencontrées ont pu m'en parler. Alors, donc je l'ai dit tout à l'heure, la problématique centrale, c'est plus l'engagement corporel des deux côtés que le primat du génétique. Les gestatrices, parfois, se définissent plutôt comme des donneuses de corps. Deuxièmement, c'est très très fortement ancré du côté des parents intentionnels et du côté des gestatrices de deuxième génération, c'est-à-dire celles qui ne donnent pas leur ovocyte mais qui sont seulement des mères porteuses, l'idée qu'il n'y a absolument aucune raison que la loi du ventre l'emporte sur la loi du gène, que la maternité est dédoublée, que c'est facilité par les techniques de procréation médicalement assistée et que le fait que la loi ne suive pas ce que les mœurs sont faits est vraiment problématique à l'heure actuelle et qu'il devient complètement obsolète de définir la maternité exclusivement par l'accouchement. Et ces femmes revendiquent une équité de traitement par rapport aux mères qui, elles, reçoivent des ovocytes, donc qui ont un patrimoine génétique à vie étranger à elles dans le parcours qui va conduire à leur enfant et à son développement, et qui, elles, n'ont absolument aucun problème pour faire reconnaître leur maternité puisqu'elles ont accouché, alors que la contribution de la gestatrice, à la limite, laisse moins d'empreintes, si on considère que le gamète laisse quand même un tout petit peu des empreintes, et provisoire, c'est-à-dire que c'est 9 mois de la vie d'une femme qui permet à un enfant de voir le jour, et ça n'est pas un enfant qui toute sa vie va trimballer quelque chose d'un patrimoine génétique qui n'est pas simplement celui des deux parents qui sont ses parents légaux et qui l'élèvent. Deuxièmement, et ça c'est très très fort dans tous les témoignages que j'ai reçus, le vécu de la gestation pour autrui, c'est vécu comme une relation de femme à femme, un petit peu de couple à couple, peut-être plus de couple à couple
que dans d'autres procréations médicalement assistées avec don, où ça reste souvent une affaire quand même de femmes, hein, le mari est à côté, bon, un petit peu pour des raisons que peut-être aussi liées à l'interdiction, c'est-à-dire que trouver un lieu à l'étranger, l'argent, les avocats, choisir la mère porteuse, c'est vraiment une affaire de couple et c'est pas une affaire individuelle. Cela dit, en termes relationnels, c'est une affaire de femme à femme. Alors, toutes parlent d'un trajet mené en commun, ponctué d'émotions extrêmement fortes. La première étant l'implantation, la plus forte étant l'accouchement, mais également toutes les étapes de l'échographie, des coups de fil qu'elle se donne après les examens gynécologiques. Le parcours de la gestatrice est accompagné à distance, mais est accompagné de façon extrêmement proche par les parents d'intention qui ne sont pas des personnes qui attendent l'annonce de la naissance. D'autre part, je crois qu'on sent bien la relation qui s'introduit entre les gestatrices et les parents qui reçoivent l'enfant dans les dénominations qu'ils ont inventées pour se nommer les uns les autres. Et la dénomination unanimement partagée, c'est celle de nounou. Donc les mères porteuses sont appelées par les couples qui s'adressent à elles les nounous, ce qui désigne exactement le type de relation qu'elles ont envie d'induire avec ces personnes. Une relation que j'appellerais de distance et de proximité. De distance par rapport au noyau familial, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ces personnes s'immiscent et s'introduisent dans l'élevage dans l'enfant, dans l'intimité familiale. Ce ne sont pas des tantes, ce ne sont pas des sœurs, et d'ailleurs, dans beaucoup de parcours de gestation pour autrui, des femmes disent « j'ai d'abord pensé à ma sœur, et puis, en réfléchissant, j'ai pensé que j'avais besoin certes d'une relation, mais d'une relation plus impersonnelle, d'une relation qui ne soit pas... Bon, il y en a avec des sœurs, hein, mais ça passe dans l'illégalité. Ça se fait de façon artisanale. Ça s'est toujours fait. Ça se fait dans toutes les sociétés. Ça se fait d'ailleurs aussi dans les sociétés pour lesquelles on va introduire un test génétique de maternité pour vérifier l'immigration et le regroupement familial. Ce qui est d'une injustice absolument extraordinaire, comme si toutes les mères qui demandaient un regroupement familial et qui venaient d'autres pays étaient les génitrices de leurs enfants. Donc, parenthèse. Oui, donc cette désignation est d'ailleurs la recherche d'une nounou, comme d'ailleurs la recherche d'une donneuse d'ovocytes dans le don croisé. La recherche d'une nounou illustre très très bien cette... alors vous me direz de toute façon la distance, elle est de fait puisque théoriquement il n'y a pas de gestatrice en France. Mais même une femme qui a trouvé une gestatrice en France m'a dit c'est chouette parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Donc elle reste en relation, mais c'est des relations téléphoniques, des relations de week-end, des relations de vacances, des relations d'information, des relations proches de la relation amicale, mais qui ne sont pas des relations fusionnelles dans lesquelles la personne est présente dans l'environnement familial de la gestatrice, des mères porteuses. Alors, dernier point, comment est vécue la question de la rémunération? J'ai remarqué qu'un silence pudique a régné depuis qu'on parle de la gestation pour autrui sur la question de la rémunération. D'ailleurs, vous avez évoqué des législations où c'est gratuit, mais où il y a de la compensation. Donc tout ça est un peu complexe et on nage un peu dans le flou. Alors, du côté des
des femmes qui entrent en gestation pour autrui et que j'ai rencontrées, elles ont toutes évidemment rémunéré plus que la mère porteuse. Enfin, la seule qui est rémunérée essentiellement la mère porteuse, c'est la gestation qui s'est produite en France, puisque ensuite tout le suivi médical a été fait. L'implantation a eu lieu en Angleterre, le suivi médical a été fait en France, puisque c'est le suivi d'une grossesse. Donc c'est juste la mère porteuse française qui a été rémunérée, sinon toutes ont rémunéré les agences, les médecins, les avocats, la mère porteuse, à quoi il faut rajouter le voyage, les hôtels, les traductrices quand on ne connaît pas la langue. Bon. Et vous avez dit, là j'aurais pas le temps d'en parler, mais il y en a plein dans mon bouquin, les aventures épouvantables que les gens qui vont notamment en Californie, où là, il y a véritablement une concurrence et un marché assez opaque, les aventures épouvantables que sont la recherche d'une gestatrice dans un pays où l'éthique est un tout petit peu moins rigoureuse que, par exemple, en Angleterre ou en Grèce. Et donc, ce sont des aventures assez difficiles. Alors, vis-à-vis de la rémunération, elles sont évidemment prêtes, elles ont payé, mais voilà comment elles perçoivent la chose, notamment si c'était, et je crois que c'est une réflexion vraiment intéressante qu'on doit avoir, si c'était légalisé en France. La plupart estiment que c'est légitime que la femme porteuse soit rémunérée. Elles n'aiment pas le terme de rémunération, enfin, elles préfèrent le terme de compensation de façon à ce qu'on n'évoque pas une thématique de concurrence, de marchandisation, de commerce et de compétition. Elles souhaitent donc que ça soit réglementé et plutôt précisément pas de la main à la main, même s'il peut y avoir des dessous de table, ça tout le monde le sait, mais qu'il y ait, comme en Angleterre, un organisme médical ou éthique qui soit le prestataire de ces compensations financières. Mais et elle le justifie au nom du fait que cet engagement est un travail, le travail de la gestation, qui va faire perdre peut-être un peu de santé, du temps, des examens médicaux, et qu'il mérite d'être compensé. Mais moi, ce que je voudrais soumettre plutôt à votre discussion, c'est un des témoignages que j'ai reçus qui me dit « mais nous, on préfère qu'il y ait une compensation ou une rémunération ou une compensation financière. On le préfère pourquoi? Parce que sinon, la dette est trop forte. La dette est trop forte, la dette n'est que personnelle, qu'affective, et c'est une dette qui est inextinguible. En mettant quelque chose de plus impersonnel, qui est cette somme d'argent un peu symbolique, ça nous permet de mettre un peu à distance l'engagement qui nous a liés et qui continuera à nous lier. C'est une réflexion autour de la thématique sociologique du don et du contre-don, qui est quelque chose qu'on ne peut absolument pas évacuer de la discussion qui est ouverte concernant la gestation pour autrui. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vous lire des témoignages qui sont pourtant extrêmement émouvants et extrêmement indicatifs, mais si on a le temps, peut-être ça viendra. Bravo.